Première journée du 11e mois de l'année 2016. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci de nous choisir sur la radio-télévision d'État Santé et pour vous informer à l'heure de cette édition essentiellement consacrée à l'actualité sur le continent et dans le monde. Sur le continent, journée de commémoration au Burkina Faso. Cela fait 2 ans, jour pour jour. Vous le savez que Blaise Compaoré a été renversé du pouvoir par la rue après 27 années de règne. La population au burkinabé réclame aujourd'hui la justice pour les martyrs, ceux qui sont décédés lors de ce soulèvement populaire. Eh bien, l'affaire des emails refait surface et vient troubler un peu la fin de la campagne électorale de la démocrate Hillary Clinton. À cette affaire s'ajoute plutôt une nouvelle révélation de Wikileaks. Le milliardaire Donald Trump, lui, jubile, mais rien n'est encore joué pour sa victoire à l'issue de la présidentielle prochaine. 3e semaine de l'offensive irakienne contre l'État islamique à Mossoul. La bataille de Mossoul en quatre cartes. L'armée irakienne, d'ailleurs, qui n'est qu'à 2 doigts de la prise totale du périphérique de Mossoul, promet asphyxier et Daesh à l'issue du combat. Merci d'être là pour vous informer. Nous sommes le 1er novembre. Les chrétiens catholiques de par le monde célèbrent aujourd'hui la fête de la Toussaint, un moment solennel d'ailleurs que le souverain pontife pape François a choisi et célébré en Suède pour marquer bien sûr les 500 années de réforme dans ce pays. En présence de 24 000 fidèles, certains se sont levés à l'aube pour rencontrer leur pape. Des Suédois, mais aussi beaucoup d'étrangers qui vivent ici. J'espère voir le pape, assister à la messe et prier pour ma famille à la maison. Je viens du Mexique. C'est super, on ne se sent pas seul ici. Parce que la Suède est majoritairement luthérienne, alors le fait de voir beaucoup de catholiques ici, rassemblés dans cet endroit, c'est incroyable. Minoritaire en Suède, l'Église catholique revendique 13 000 membres, soit un peu plus de 1% de la population. Mais depuis quelques années, les catholiques sont de plus en plus nombreux dans ce pays où le ministère pastoral est ouvert aux femmes et le mariage protestant aux couples homosexuels. Des nouveaux convertis déçus par l'évolution de l'Église luthérienne, mais aussi des migrants originaires d'Irak ou de Syrie. La Suède pratique une politique migratoire généreuse, contrairement aux pays d'Europe centrale qui luttent contre l'imposition de quotas. Dans ce contexte, le pape François a rendu hommage aux pays qui accueillent des réfugiés. Je voudrais remercier tous les gouvernements qui offrent de l'assistance aux réfugiés, car toutes les actions en faveur de ces personnes qui ont besoin de protection représentent un grand geste de solidarité et de reconnaissance de leur dignité. François est le premier pape à se rendre en Suède en 30 ans. Dans la cathédrale de Lund, il a participé à une cérémonie œcuménique à l'occasion des 500 ans de la réforme de Luther. Le pape et les représentants protestants ont demandé pardon pour les erreurs du passé. Ensemble, ils ont appelé à l'unité de tous les chrétiens. Retour sur le continent à présent, je le disais tantôt, le Burkina Faso se souvient des émeutes de 2014 dernier, des soulèvements d'ailleurs qui avaient fait partie le pouvoir. Blaise Compaoré, 2 ans après le soulèvement populaire, avec la fin de Compaoré, les réclamations sont là. Aujourd'hui, la population réclame justice pour ceux qui sont tombés sous les armes lors de ces mouvements. Le Burkina Faso n'a pas été à l'abri de soubresauts au cours des 24 derniers mois. Alors que le pays célèbre les 2 ans de l'insurrection qui a conduit à la chute de Blaise Compaoré, les autorités continuent à travailler à la réinstauration totale de la sécurité et à la mise en place des procédures judiciaires à l'encontre des barons de l'ancienne administration. Les hommes du régiment de sécurité présidentielle RSP proche de Compaoré semblent, aux yeux des autorités burkinabées actuelles, la principale menace à la stabilité des institutions. 19 éléments de cette unité d'élite ont récemment été accusés d'avoir voulu monter un coup d'État contre le président élu Roch-Marc Christian Kaboré. Une tentative avortée qui s'inspirait d'un putsch manqué du général Gilbert Diendéré, l'ex-bras droit de Blaise Compaoré. Ce contexte sécuritaire contribue à complexifier davantage les procédures judiciaires qui ciblent les responsables du régime de l'ancien président. Un des indicateurs les plus explicites de cette difficulté étant sans doute l'affaire dite des écoutes téléphoniques impliquant le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro.
Pour ce deuxième anniversaire, les Burkinabés sont toutefois parvenus à tenir des élections présidentielles et municipales. Une manière plus institutionnelle de tourner définitivement la page de 27 ans de régime Compaoré. Après le Togo, le Ghana, le Premier ministre français Manuel Valls s'est donc rendu en Côte d'Ivoire dans la poursuite de sa tournée africaine à Abidjan. Justement, là, le chef du gouvernement français a livré un message qu'il appelait bien sûr le message de la France à la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre français Manuel Valls s'est exprimé ce lundi à Abidjan en Côte d'Ivoire dans le cadre de sa tournée africaine. Il a expliqué ce qu'il appelle le message de la France à la Côte d'Ivoire. Le message de la France à la Côte d'Ivoire est simple. Il peut même se résumer en quelques mots. La Côte d'Ivoire a repris toute sa place en Afrique de l'Ouest, en Afrique, et sa place c'est celle d'un pays leader. C'est bien sûr le cas sur le plan économique, avec ce dynamisme retrouvé de son économie, son taux de croissance qui tire l'ensemble de la région. Quant au Premier ministre ivoirien, il a déploré la régression de la France en Côte d'Ivoire en termes d'investissement. Les échanges globalement avec la France avancent normalement, même si, à mon sentiment personnel, je peux dire qu'il y a des possibilités qui ne sont pas suffisamment utilisées. Si je peux me permettre une image, il y a eu beaucoup de progression avec, disons que des investissements ou un stock d'investissement de 1056 milliards de francs CFA en 2014. Mais en termes de flux d'investissement, la France qui avait le premier rang en 2014, l'a perdu en 2015. Donc, on peut dire qu'il peut mieux faire. Manuel Valls a terminé sa tournée africaine qu'il a conduit au Togo, au Ghana et en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre français a ajouté une rallonge à sa visite à Abidjan pour, dit-on, un séjour privé. En Côte d'Ivoire, où nous restons toujours pour parler de l'attente des résultats du référendum du dimanche dernier. Pour l'heure, les premières tendances donnent l'avance de oui sur le non. Et si le oui l'emportait, justement, la nouvelle constitution ivoirienne sera ainsi adoptée. La 4e, le pays basculera bien évidemment dans la 3e République avec la création d'un Sénat et aussi un poste de vice-présidence. Ainsi, le verrou de la polémique de l'ivoirité sera donc désormais sauté. Fin de l'opération Sangari en Afrique, en République centrafricaine. L'annonce a été donc faite ce lundi par le ministre français de la Défense, Yves Le Drian, alors que les violences continuent toujours de secouer Bangui et les villages environnants. Clap de fin pour l'opération Sangaris, la mission de maintien de la paix de la France en République centrafricaine. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a officiellement proclamé ce lundi la fin de 3 ans de présence de cette force d'interposition dans ce pays d'Afrique centrale. L'annonce du retrait des 2000 militaires français intervient alors que les violences continuent entre les groupes armés, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi dans la capitale Bangui. Dans la journée de dimanche, des sources locales ont confié à l'agence France Presse la mort d'une dizaine de personnes dans des règlements de compte au quartier PK5. Lors de son passage à Bangui, M. Le Drian a rencontré le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, mais aussi des responsables de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique. Au Mali, un cessez-le-feu a été décrété unilatéralement sur toute l'étendue du territoire par le groupe islamique Ansar-Dine ce lundi. Un cessez-le-feu dont les contours ne sont même pas encore précisés. Par le groupe djihadiste, bien sûr. Vous le savez, le Mali, depuis 2 ans, est sous la menace de différents groupes armés. D'après le président du Haut Conseil islamique du Mali, Mahamoud Diko, Iya Agali, leader du groupe djihadiste Ansar-Dine, a décrété un cessez-le-feu unilatéral sur l'ensemble du Mali. Le président du Haut Conseil islamique confirme avoir reçu une lettre du leader d'Ansar-Dine dans ce sens. Dans sa lettre, le chef djihadiste n'a pas précisé la durée ni ce qu'il attendait en retour des autorités maliennes. Du côté des forces de défense et de sécurité du Mali, l'on se montre réservé et pour cause. En septembre dernier, une autre lettre du même genre n'avait pas empêché des attaques mortelles contre des civils et des soldats dans le nord du Mali.
Depuis 2012, le Mali est sous le contrôle de plusieurs groupes rebelles. L'an dernier, le gouvernement malien a signé un accord de paix avec la plupart de ces groupes. Ansardine ne faisait pas partie des signataires. Nouvelle manifestation hier dans le nord du Maroc. La population manifeste son mécontentement suite à la mort tragique d'un marchand de poissons broyé justement par une machine pendant que celui-ci tentait de protéger sa marchandise. La population réclame aujourd'hui que justice soit faite et que ceux-là qui ont commandité cette mort soient traduits devant la justice. Le Maroc, toujours indigné après la mort de Moussine Fikri, ce jeune vendeur de poissons broyé par une benne à ordures vendredi dernier dans le nord du pays. Dimanche, ils étaient des milliers à être descendus dans la rue pour crier leur colère contre les autorités. Le jeune vendeur de poissons venait de se faire confisquer sa marchandise et aurait essayé de la récupérer lorsqu'il a été happé par le mécanisme de compactage. Je suis venu exprimer mon soutien pour cet homme qui a été assassiné, mais aussi pour exprimer ma solidarité avec tout le peuple marocain. Parce que ce qui s'est passé avec Moussine Fikri peut aussi se passer avec n'importe qui, mais pas seulement à Al-Hoceima, mais aussi à Rabat ou à Casablanca. Les autorités nous maltraitent et nous humilient et continuent de nous dénigrer. À chaque fois, la police tue des gens comme nous parmi les plus pauvres du pays en prétextant que cet homme a fait quelque chose d'illégal. Mais ce sont les autorités qui pillent les ressources de la mer illégalement et personne ne dit rien sur ça. Ils ne sont jamais accusés de rien. La colère des Marocains a été prise très au sérieux. Sur ordre du roi, le ministre de l'Intérieur a promis toute la transparence dans l'enquête. Au Maroc, Al-Hoceima avait été l'un des principaux foyers de la contestation en 2011, lors du printemps. La terre a de nouveau tremblé en Italie ce matin, des dégâts importants mais pas en vie humaine. En seulement 2 mois, le pays est secoué par 3 puissants séismes en rayant d'ailleurs de la carte italienne des villages, et aussi ceux-là qui ne sont pas rayés sont devenus des villages ou alors des villes fantômes, comme vous allez le voir dans ce reportage. Et pour le village, ou plutôt pour ce qu'il en reste. À Pieve-Torina, 1500 âmes, les habitants ont fui leur maison dimanche matin, juste avant la messe. Depuis, par petits groupes, escortés par les pompiers, ils viennent chez eux récupérer des affaires de première nécessité. C'est terrible, tout est cassé. Il y a des débris partout, du plâtre, tout est par terre. Il y a 3 jours, cette place était pleine de vie. Aujourd'hui, comme une centaine d'autres villages de la région, Pieve-Torina est une cité fantôme. C'est très triste de voir ça. C'est même angoissant. Ici, même les maisons qui semblent intactes devront sûrement être détruites. Maria Elisa était chez elle au moment du séisme. Regardez, ça, c'est un mur porteur. Il va des fondations au toit. Il est complètement brisé. Le bureau, tous les livres sont tombés par terre. Tout d'un coup, le salon et toute la maison ont été envahis par la poussière. C'était un enfer. La lumière s'est éteinte. J'étais avec ma vieille maman. Je l'ai poussée à l'extérieur. Tout nous tombait sur la tête. Dans la cité médiévale, les premiers travaux de consolidation ont débuté en urgence, mais il faudra plusieurs années avant que le village reprenne vie. Dans l'actualité également, retenez que le Liban a un nouveau président. Il s'agit bien sûr d'un ancien général, Michel Aoun, 81 ans, élu à la tête du pays par le Parlement. Le Liban, après donc 2 années de crise, tente aujourd'hui de tourner la page de son histoire à travers cette élection. Enfin, un président au Liban. L'ancien général Michel Aoun, un chrétien maronite de 81 ans, a été élu au Parlement. Les principales factions ont donc réussi à trouver un compromis, ce qu'elles avaient échoué à faire à de nombreuses reprises depuis la fin du mandat de Michel Slimane en mai 2014. Le général Michel Aoun regroupe désormais autour de lui tous les partis politiques. C'est ce que nous voulons. Nous voulons un président qui rassemble les gens et non qui les divise, a réagi l'acteur libanais Charbel Iskandar. Les divisions entre députés découlent notamment du conflit syrien. Michel Aoun est un allié du mouvement chiite Hezbollah, engagé aux côtés du régime de Bachar el-Assad.
tandis que ses principaux adversaires lui sont hostiles, à commencer par l'ancien et présumé futur Premier ministre Saad Hariri. C'est un jour très important pour le Liban. Et si Dieu le veut, le peuple libanais verra que nous étions dans une situation très difficile et qu'aujourd'hui marque le début de la fin des risques qui nous entouraient, dit-il. Au Liban, les 3 principaux postes de l'État sont dévolus aux 3 plus importantes communautés religieuses. La présidence de la République échoua à un chrétien maronite, celle du Parlement à un musulman chiite et le poste de Premier ministre à un musulman sunnite. L'armée irakienne poursuit plutôt son offensive autour de Daesh et promettant d'ailleurs décapiter l'État islamique, même dans son dernier bastion. Les derniers d'ailleurs bastions de cet État islamique ou des combattants de l'État islamique commencent déjà par tomber, mais l'Irak veut aller jusqu'au dernier retranchement de ces djihadistes. 2 ans après la déroute, ils sont de retour aux portes de leur ville. Ces soldats irakiens du régiment Mossoul ont repris ce lundi 2 localités stratégiques, Khokhjali et Bazouaya, où ces images ont été tournées. L'étau va se resserrer sur l'organisation État islamique et grâce à Dieu, nous allons enfin pouvoir en arriver à bout. Ils n'auront aucune porte de sortie et aucun moyen de s'échapper. Ils n'ont pas le choix, soit ils déposent les armes, soit ils meurent. Depuis le début de cette offensive lancée il y a 3 semaines avec l'appui des combattants kurdes et de la coalition internationale, l'armée irakienne a repris des dizaines de localités à l'organisation État islamique. Pour ces soldats, la perspective de reconquérir leur ville sonne comme une revanche. Nous sommes très heureux, nous sommes motivés vraiment de pouvoir libérer la ville que nous avions perdue, la ville où nous avons vécu des jours heureux, où nous avons des souvenirs forts. Donc bien sûr, avec l'aide des camarades des autres unités, nous voulons entrer dans cette ville et la libérer, si Dieu le veut. À plusieurs dizaines de kilomètres à l'ouest de Mossoul, des milices chiites ont elles aussi repris une série de villages depuis le début de l'offensive. Ces milices, soutenues par l'Iran, ne libéreront pas la 2e ville d'Irak, mais sont chargées de couper la route aux djihadistes entre Mossoul et la frontière syrienne. Pour les forces irakiennes, les combats à l'intérieur de la ville s'annoncent longs et difficiles. On estime actuellement qu'entre 3000 et 5000 djihadistes y seraient retranchés. Une fin de campagne présidentielle un peu titillée pour la candidate des démocrates Hillary Clinton. L'affaire des emails réintroduite par le directeur du FBI. Conséquence, son rival Donald Trump trouve justement de quoi mettre sous la dent et se retrouve aujourd'hui un peu en avance dans les sondages sur sa rivale. Hillary Clinton connaît ses classiques. Embourbée dans l'affaire des emails, la candidate démocrate a décidé de jouer la carte du danger nucléaire pour décrédibiliser son adversaire. Comment un homme aussi impulsif pourrait assumer la responsabilité du bouton de l'arme atomique? Une méthode évidente, mais les militants démocrates apprécient. Comme j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, un homme que tu peux leurrer avec un tweet, c'est un homme auquel tu ne peux pas confier l'arme nucléaire. Imaginez-le, nous empêtrer dans une guerre parce que quelqu'un l'aurait froissé. Donald Trump, lui, jubile. La réouverture de l'enquête sur les emails par le FBI est pour lui du pain béni. Si les sondages donnent toujours Hillary Clinton vainqueur, le candidat républicain n'est pas distancé et il entend bien séduire les terres acquises aux démocrates. Dans le Michigan, il use de la même stratégie. Imaginez si une femme qui pourrait avoir des démêlés judiciaires était élue. Notre pays va continuer de souffrir. Elle est inapte et non qualifiée pour être présidente des États-Unis. Et si elle est élue, cela enliserait notre gouvernement et notre pays dans une crise constitutionnelle que nous ne pouvons pas nous permettre. Mais la route vers la Maison-Blanche est encore longue pour Donald Trump. Pour sortir vainqueur, il doit conquérir au moins un État démocrate et l'emporter dans tous les États où la balance est à l'équilibre, selon un expert. Et ce serait sans compter sur la mobilisation chez les démocrates. Cette semaine, Bernie Sanders, Bill Clinton et même Barack Obama mèneront campagne pour Hillary. Pendant ce temps, Donald Trump, le républicain, lui, a un fort soutien à Pennsylvanie. Les mineurs veulent sauver leur pain, leur quotidien d'ailleurs, en votant le milliardaire.
Voici le chemin qu'empruntent chaque matin les travailleurs des mines de charbon à l'ouest de la Pennsylvanie. Via ce tunnel étroit, ils pénètrent à plus de 3 km dans la montagne et à 100 mètres de profondeur. Le travail est difficile, mais il fait la fierté des habitants de cette région. Et quand on leur demande pour qui ils voteront dans une semaine... Who are you voting for? Donald Trump. Who are you voting for? Donald Trump. Donald Trump. No question. No question. J'aime ma liberté, mes armes, et j'aime mon travail dans la mine de charbon. J'ai l'impression qu'Hillary Clinton est une réplique identique d'Obama. Et cela ne fonctionne pas pour la classe moyenne des travailleurs américains. La Pennsylvanie est une région riche en charbon où démocrates et républicains sont au coude à coude. Mais la crise économique, les mesures environnementales et surtout l'essor du gaz de schiste aux dépens du charbon ont eu un impact sérieux sur l'emploi. À l'échelle du pays, environ 11 000 mineurs ont perdu leur travail dans les charbonnages au cours des 12 derniers mois. Je pense que nous sommes au bord du gouffre. Les travailleurs et la classe ouvrière sont en voie d'extinction. Il faut dire qu'Hillary Clinton n'a pas aidé à rallier ces mineurs à sa cause. Voici ce qu'elle déclarait en mars lorsqu'elle défendait son programme pour créer des emplois verts dans les bastions miniers. Nous allons mettre beaucoup de mineurs et beaucoup de sociétés de charbon à l'arrêt. Tout n'est cependant pas perdu pour la candidate démocrate. Certains républicains de Pennsylvanie disent ne pas être convaincus par le message et le comportement de Donald Trump. Les derniers sondages dans cet État qui compte 20 grands électeurs donnent Hillary Clinton gagnante. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais on se quitte à présent sur l'essentiel dans les titres. Journée de commémoration au Burkina Faso, et cela fait donc 2 ans jour pour jour que Blaise Compaoré a été renversé par la rue après 27 années de règne. La population burkinabé réclame aujourd'hui la justice pour les martyrs. Et puis l'affaire des emails refait donc surface et vient troubler un peu la fin de la campagne présidentielle pour la démocrate Hillary Clinton, coincée par cette situation. À cette affaire, justement, s'ajoute une nouvelle révélation de Wikileaks et le milliardaire Donald Trump lui jubile et mène une avance dans les sondages. 3e semaine de l'offensive irakienne contre l'État islamique à Mossoul, la bataille de Mossoul en 4 cartes. L'armée irakienne n'est qu'à 2 jours de la prise totale des périphériques de Mossoul. Elle promet justement asphyxier Daesh à l'issue des combats. Merci d'avoir été des nôtres. Restez toujours avec nous sur la radio-télévision d'État Santé.